Le seul héritier est ma fille. Le reste ne vaut rien. Ces mots, crachés au visage par ma belle-fille avec toute la colère du monde, résonnaient dans ma tête comme un verdict. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas perdu mon souffle avec quelqu'un qui ne le méritait pas. Cette même nuit, j'ai serré mes 3 petits-enfants dans mes bras, emportant avec moi le secret des 60 millions de dollars et laissant sur la table la preuve ADN qui déconstruirait tous ces mensonges. Si vous êtes là, en train de regarder cette vidéo, c'est que mon histoire de vengeance vous est parvenue. Je veux savoir jusqu'où cela s'est propagé. Laissez votre like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi dans les commentaires de quel coin du monde vous écoutez mon histoire. Je veux sentir la portée de ma justice. Le soleil du Texas ce matin-là était impitoyable. C'était un de ceux qui brûlent l'âme, sans relâche. Dans notre petite cuisine, je remuais les tortillas sur la plaque chauffante, en essayant de ne pas les laisser brûler, alors que l'odeur des haricots en train de cuire flottait dans l'air. Mais même l'arôme ne pouvait dissimuler la misère qui imprégnait chaque recoin de la maison. Sur la table, une poignée de tortillas sèches, une assiette de grains et du café si faible qu'on aurait dit de l'eau sale. Mes yeux se sont tournés vers Michael, mon garçon de 3 ans, qui jouait dans le berceau en bois usé avec des morceaux de jouets cassés. Roger, mon mari, était assis au coin de la table, fronçant les sourcils, marmonnant quelque chose à propos du petit déjeuner. Encore des haricots, Émilie? Comment veux-tu que je prenne ça tous les jours? Sa voix me coupa comme une lame, me tordant les entrailles. J'ai avalé les mots, me suis mordu la langue. Je n'avais rien fait de mal. J'essayais juste de survivre un autre jour. Et puis, comme un souffle de vent inattendu, tout a basculé. Une voiture neuve et brillante a glissé dans la rue sale devant la maison. Le moteur s'est tu et j'ai entendu une porte s'ouvrir. J'ai regardé par la fenêtre poussiéreuse. Une femme descendit de la voiture, élégante, les cheveux attachés en un chignon haut et des talons qui scintillaient au soleil. Son regard passa sur moi comme si j'étais invisible, comme si je ne méritais même pas une seconde de son attention. Roger sursauta, vêtu de la chemise blanche qu'il gardait le dimanche, la seule décente qu'il possédât. Il s'est aspergé le coup d'eau de Cologne bon marché, du genre à envahir l'espace avec une odeur forte et artificielle. Mon cœur s'emballa. Où vas-tu? Ma voix tremblait, même si j'essayais de la cacher. Il ne m'a même pas regardé. Sa réponse fut sèche, mécanique. J'ai un rendez-vous. Il est sorti et a ouvert la portière de la voiture à cette femme avec un respect qu'il n'avait jamais eu avec moi, comme si elle était un trésor. Elle sourit et lui tendit une enveloppe épaisse et bourrée. Leurs regards se croisèrent, comme s'ils partageaient un secret dont je ne ferais jamais partie. Je restais figée sur le pas de la porte, mes mains toujours agrippées à la robe usée que je portais. Roger se tourna vers moi pour la dernière fois. Il y avait plus de chaleur dans ses yeux, juste une glace déterminante. Je n'en peux plus de cette vie de misère, Émilie. Il le dit d'un ton monotone, comme s'il récitait quelque chose par cœur. Elle peut me donner quelque chose de mieux. Ces mots m'ont frappé comme un éclair. Avant que je puisse réagir, il était déjà dans la voiture. Le véhicule a décollé, soulevant un nuage de poussière sur la rue en terre battue. J'ai couru après lui en criant son nom, mais ma voix était perdue dans les pleurs de Michael, qui venait de l'intérieur de la maison. Quand j'ai atteint le coin, la voiture avait déjà disparu, emportant avec elle tout ce que je pensais être les miens. Je suis rentrée chez moi en traînant les pieds, comme si j'avais des cailloux dans mes chaussures. Michael pleurait toujours, ses sanglots enfantins couvraient le bruit de mon corps brisé en milliers de fragments. Je l'ai serré contre ma poitrine, comme si le lâcher signifiait le perdre aussi. Mes larmes mouillaient ses boucles, tandis que la cuisine semblait plus vide que jamais. Il ne restait plus qu'une odeur de haricots froids et de tortillas brûlées. Je me sentais perdue, comme si j'étais au milieu d'un désert sans boussole, sans direction. Donna Rosa Hernandez, ma voisine, est arrivée en courant. Il a dû entendre mes cris de loin. Il posa son bras sur mes épaules, la voix pleine de pitié. Cet homme ne te méritait pas, ma fille. Un homme comme lui ferait mieux de partir. J'ai hoché la tête, mais la douleur me déchirait intérieurement. Qu'il le mérite ou non, il avait été l'homme que j'avais aimé,
celui avec qui j'avais rêvé de construire ma vie. Cette nuit-là, je ne me suis pas laissé couler. Michael avait besoin de lait et de couches. J'avais besoin d'une mère forte. J'ai frappé à la porte de la boulangerie d'Anne, une vieille connaissance, et j'ai demandé un emploi de nuit. Peux-tu me donner une chance? Ma voix était étouffée. Anne m'a regardé, puis Michael, qui dormait dans mes bras, y a hoché la tête. Bien sûr, Émilie. Admet le garçon. Nous aménageons un coin près du four pour qu'il reste au chaud. Ce matin-là, alors que je pétrissais la pâte avec mes mains, mes yeux me brûlaient à cause de la fumée et des larmes. Michael dormait dans un panier en osier que j'avais apporté, et de temps en temps il bougeait en poussant un cri étouffé. Leurs gémissements se mêlaient au bruit du mixeur, ce qui faisait que les autres boulangers me regardaient avec compassion. Une femme plus âgée m'a apporté un verre d'eau et a secoué la tête. C'est comme ça, ma fille. Nous souffrons beaucoup, mais ce sont nos enfants qui nous donnent la force de continuer. J'ai avalé mes larmes et j'ai continué à pétrir. Quand je suis rentrée chez moi, la petite maison était plongée dans le noir. Le chant des grillons semblait raconter mon histoire, celle d'une femme abandonnée, avec rien d'autre que son fils et le cœur brisé. Je m'allonge sur le vieux lit, écoutant la respiration paisible de Michael. En regardant les taches d'humidité au plafond, je savais que ma vie avait pris un chemin différent. Un chemin sans Roger, sans les rêves d'une famille complète. J'ai tenu la main de mon fils et j'ai murmuré. Tant que je t'ai, maman peut tout gérer. Mais intérieurement, la peur me consumait. Peur de ne pas être assez fort. Peur que les jours suivants ne soient qu'une succession de nuits noires. Le temps s'écoulait en silence, comme des gouttes de pluie tombant sur un toit de tôle, ne laissant qu'un bruit constant. Michael a grandi dans mes bras, mais l'ombre de Roger était un vide qui n'a jamais été comblé. J'ai vu mon garçon se transformer, d'un enfant accroché à mes jambes qui criait du lait, à un grand jeune homme, avec les mêmes yeux perçants que son père, mais rempli d'une inquiétude qui m'a fait peur. J'ai prié pour que ce soit différent, que je ne suive pas les traces de Roger. Mais la vie n'est jamais comme nous le souhaitons. Lorsque Michael est devenu adolescent, les mauvais signes ont commencé à apparaître. Il est arrivé en retard, sa chemise était repassée, mais il sentait la tequila bon marché et ses yeux étaient rouges, comme s'il s'était battu. Où étais-tu jusqu'à cette fois, Michael? J'ai demandé. Il a juste marmonné. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais ce que je fais. Et je claquai la porte de la chambre, laissant derrière moi une anxiété qui me rongeait intérieurement. Un jour, Donna Rosa m'a tiré dans un coin de la cour et m'a murmuré, comme si elle avait peur que quelqu'un l'entende. Écoute, Emily, ton fils passe beaucoup de temps avec la fille de Monsieur Saint, Allison. Attention, on ne peut pas faire confiance à cette fille. Je l'ai remercié d'un geste de la main, mais mon cœur s'est serré. Je connaissais Allison, une jolie fille aux longs cheveux noirs et aux yeux brillants mais calculateurs. J'ai juste prié Dieu pour que Michael n'ait pas d'ennui. Quelques mois plus tard, par un après-midi pluvieux, on frappa doucement à la porte. Je l'ai ouvert et il y avait Allison, les yeux pleins de larmes et une main déjà posée sur son ventre. Je regardais un inconnu. Ce n'était pas le Michael que j'avais élevé avec des sacrifices, qui dormait en me serrant dans ses bras les nuits d'hiver, qui pleurait quand il se blessait au genou. Cet homme au costume coûteux et au sourire calculé était un fantôme de mon passé, un écho lointain du garçon qui m'appelait autrefois mère d'une voix tremblante. J'ai bien fermé le magazine, comme si je pouvais effacer l'image de ma mémoire. Mais les mots sont restés gravés, homme d'affaires à succès, investissement d'1 million de dollars, avenir prometteur. Et moi? J'étais juste la mère oubliée, la femme qui vendait des tamales dans la rue pendant que son fils achetait des voitures importées. L'ironie le faisait plus mal que la faim qu'il ressentait chaque nuit. La même semaine, Daisy tomba de nouveau malade. Cette fois, la fièvre n'a pas baissé et ses lèvres sont devenues bleues à chaque respiration. Je l'ai emmenée d'urgence à l'hôpital public, mais la file d'attente était interminable. Une infirmière, les yeux fatigués, m'a regardé et a secoué la tête. « Madame Emily, nous n'avons pas de lit. Nous ne pouvons que donner un analgésique. » Je la tenais par les épaules, désespérée. « S'il te plaît, ce n'est qu'une enfant.
Mais les mots se perdirent dans le bruit du couloir bondé. Je suis partie de là avec Daisy dans mes bras, ses doux gémissements me perçant la poitrine. Je n'avais pas d'argent pour un médecin privé. Il n'y avait personne pour me le prêter. Je n'avais que les pièces que Michael m'avait jetées dans la main en guise d'aumône. C'est alors que j'ai vu sa voiture garée devant un restaurant chic, à quelques pâtés de maison. L'audi brillait au soleil, symbole de tout ce que je ne pourrais jamais offrir à mes petits-enfants. La colère m'a brûlé intérieurement. J'ai laissé Daisy chez un voisin et j'ai marché vers elle, les poings serrés. Il était assis à une table extérieure, riant avec un groupe d'hommes en costume. Un verre de whisky à la main, la montre en or qui brille à son poignet. Quand il m'a vu, son sourire a disparu. « Mère ?» Sa voix ressemblait plus à une accusation qu'à une question. « Votre fils est en train de mourir, » dis-je sans détour. Daisy a besoin d'un médecin. Maintenant. Il regarda autour de lui, embarrassé. Il baissa la voix. « Je t'ai donné de l'argent. Que veux-tu que je fasse ? » « Puissiez-vous être un homme, » répondis-je d'une voix brisée. « Puissiez-vous regarder cet enfant qui porte votre sang et arrêter de prétendre qu'il n'existe pas. » Michael soupira, comme si j'étais une nuisance. Il a sorti son portefeuille, a compté quelques billets et me les a tendus. « Ici. Emmenez-la dans un hôpital privé. Mais ne me dérange plus. » J'ai pris l'argent, mais je n'ai pas reculé. Je me suis rapprochée, jusqu'à ce que nos visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. « Pensez-vous que l'argent efface tout ? » murmurai-je, les yeux brûlants. « Pensez-vous que ces factures vous donnent le droit de dormir en paix pendant que vos enfants ont faim ? » Il évitait mon regard. Il n'a pas répondu. Il a juste fait signe au serveur, comme si je n'étais pas déjà là. J'ai couru vers Daisy, l'argent à la main. J'ai réussi à l'emmener dans une petite clinique, où un médecin, après l'avoir regardée avec pitié, s'est dépêché de s'occuper d'elle. Bronchite aiguë. Besoin d'antibiotiques et de repos. Une autre dette. Encore une nuit blanche. Quand je suis rentrée à la maison, Mark et Kevin pleuraient de faim. La casserole était vide. Je me suis assis sur le sol de la cuisine, le dos contre le mur, et j'ai laissé couler les larmes. Ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. Ils étaient en colère. D'un amour si grand que ça fait mal. Parce que je savais une chose, Michael pouvait tout avoir, l'argent, le prestige, la vie dont il avait toujours rêvé. Mais il n'aurait jamais ça, le poids d'un enfant dans ses bras, l'odeur du lait sur son cou, la certitude que, malgré tout, tu es la seule chose qui empêche le monde de s'effondrer sur eux. C'était ma victoire. Même si personne d'autre ne l'a vu. L'air était épais, comme si chaque respiration me coûtait un morceau de mon âme. Il s'était levé, oui, mais à quel prix? Le prix, c'était moi. C'était Daisy, avec ses petits yeux marrons pleins de questions sans réponse. C'était Mark, qui, à 7 ans, savait déjà comment réparer une fuite au plafond avec du ruban adhésif. C'était Kevin, le plus jeune, qui dormait encore, serrant la couverture rapiécée, rêvant d'un père qui n'existait que sur des photographies décolorées. Le lendemain, alors que je frottais le sol de l'hôtel avec mes mains, déjà tachées par le temps, j'entendis le rugissement familier d'un moteur qui s'arrêtait dans la ruelle. L'Iran. Mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait me briser les côtes. Peut-être cette fois, je pensais. Peut-être que cette fois, il me regardera comme un fils regarde sa mère. Mais non. Michael entra plus grand, plus large au niveau des épaules, enveloppé dans cette odeur d'eau de Cologne chère qui avait remplacé la laine de tequila bon marché d'autrefois. Il ne me regardait pas avec les yeux de quelqu'un qui partage le pain dur et les nuits froides sous la même couverture. Non. Il tendait juste une enveloppe épaisse, les doigts impeccables, les ongles coupés en demi-lune parfaite. Tiens, maman. Je ne peux pas rester coincée dans cette misère. J'ai une vie maintenant. Mes mains tremblaient lorsque je prenais l'argent. Je voulais poser des questions sur Daisy, qui avait pleuré la semaine dernière parce que les autres enfants de l'école avaient de nouveaux sacs à dos. Je voulais lui poser des questions sur Mark, qui gardait toujours sous son oreiller la petite voiture que Michael lui avait offerte des années auparavant, le seul cadeau qu'il ait jamais reçu de son père.
Je voulais poser des questions sur Kevin, qui priait chaque soir, Dieu, ramène mon père. Mais avant que la première syllabe quitte mes lèvres, il s'était déjà détourné. Le moteur rugit. Et, comme Roger me l'avait fait des décennies auparavant, Michael a disparu dans la poussière de l'Ariel, emportant avec lui le dernier fil d'espoir que j'insistais encore à garder. J'ai ouvert l'enveloppe. Notes froissées, peu nombreuses. Pas même de quoi acheter des chaussures décentes pour eux trois. Le papier m'a coupé les doigts comme des rasoirs. Michael, mon fils, quel moment es-tu devenu ça? La question s'échappa dans un murmure, avalé par le sol en terre battue où coulaient mes larmes, inutiles. Quelques semaines plus tard, une invitation est arrivée. Du papier brillant, des lettres dorées, une odeur de richesse qui me donnait la nausée. Michael Rodriguez et Isabelle Torres. Le mariage aurait lieu dans un hôtel de luxe, comme on ne le voit que dans les feuilletons, avec des cristaux suspendus comme de fausses étoiles. J'ai lu l'invitation 10 fois. J'ai cherché mon nom. J'ai cherché les noms de mes petits-enfants. Rien. As-tu vu le mariage dans le journal? Madame. Rose m'a montré les photos, les yeux brillants d'admiration. Isabella portait une robe avec une traîne de 5 mètres. Et les journalistes, humiliés, avaient plus de caméras que de personnes. J'ai hoché la tête, mais un couteau invisible s'est coincé entre mes côtes. Mon fils, que j'avais élevé dans la sueur et les larmes, appartenait désormais à un monde où il n'y avait plus de place pour la femme qu'il avait portée 9 mois dans son ventre, ni pour les enfants qui avaient hérité de ses yeux. À partir de ce jour, les appels ont cessé. Le numéro de Michael comportait toujours un enregistrement froid, cet utilisateur n'est pas disponible. Une fois, j'ai rassemblé mon courage et j'ai pris un bus pour Chicago. Le bâtiment où il travaillait était un géant de verre, si grand que cela lui faisait mal au cou rien que de le regarder. La réceptionniste, les lèvres peintes en rouge sang, m'a regardé de haut en bas comme si j'étais un insecte qui s'était trompé de porte. M. Rodriguez ne s'occupe pas des affaires personnelles ici. Je suis sa mère, ma voix tremblait, mais elle ne cligna même pas des yeux. Désolée. Ce sont les règles. Je suis revenue dans le bus bondé, les larmes brûlant comme de l'acide. Michael n'était plus à moi. Il appartenait à un monde dans lequel je ne pourrais jamais mettre les pieds, même si je lavais tous les étages de la ville à main nue. Des mois plus tard, le destin cruel et ironique nous a mis au même endroit. J'emmenais Daisy acheter des sandales en plastique, les seules adaptées au budget, quand je l'ai vu. Michael, impeccable dans un costume italien, à côté d'une femme très mince, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Dans ses bras, un garçon de 3 ans aux cheveux bouclés et à la peau claire, le portrait vivant du père que mes petits-enfants n'ont jamais connu. Michael, j'ai appelé, ma voix s'étouffant. Il s'est retourné, surpris, comme si j'étais un fantôme du passé qui insistait pour ne pas disparaître. Maman, dit-il, et pendant une seconde, ses doigts touchèrent mon épaule, aussi léger qu'une plume. Voici Isabelle, ma femme. Et voici Simon, mon fils. Isabella m'a examiné de la tête aux pieds, ma robe élimée, mes sandales usées, mes mains craquelées à force de faire la vaisselle. Allez, bébé, murmura-t-elle en me tirant par le bras comme si j'étais contagieuse. Daisy a tiré sur ma jupe. Grand-mère, est-ce que cet homme est mon père? J'ai avalé mes larmes. Je me forçai à sourire. Oui, mon amour. Mais il est très occupé. Dès lors, chaque fois que j'appelais, c'était la voix glaciale d'Isabella qui répondait. Arrête de déranger mon mari. Il a une vraie famille maintenant. Une vraie famille. Et Daisy, Mark et Kevin? Ne portaient-ils pas son sang dans leurs veines? N'avaient-ils pas le même rire, les mêmes gestes, la même entêtement que lorsque Michael était petit et refusait de manger de la soupe? Le soir, assis par terre dans la cuisine, je les serrais tous les trois dans mes bras, écoutant leurs questions restées sans réponse. Grand-mère, où est papa? Mensonge. Il travaille, mais il t'aime. Chaque mot était un poignard. Chaque sourire forcé est une trahison. Jusqu'à ce que la tempête arrive. Je faisais la vaisselle, l'eau froide me coupait les os, tandis que Daisy, Mark et Kevin jouaient dans un coin de la pièce, leur rire étant la seule chaleur dans la masure humide.
Puis, des coups désespérés à la porte. Madame Rose, pâle, trempée, les yeux écarquillés. Émilie, allume la télévision. C'était Michel. Un accident sur la route en ville, on dirait que c'était sa voiture. Le monde s'est arrêté. Je suis tombée sur l'ancien appareil, mes doigts tremblant tellement que j'ai failli laisser tomber le contrôleur. Sur l'écran, des flammes. Un SUV tordu, de la fumée noire s'élevant dans le ciel gris. La voix du journaliste, impassible. La victime, l'homme d'affaires Michael Rodriguez, a succombé à ses blessures sur place. Mon nom a résonné comme un coup de feu. Je suis tombée à genoux. L'eau de vaisselle coulait sur ma robe, se mêlant aux larmes. Daisy a couru vers moi, tirant sur ma manche avec ses petites mains. Grand-mère, que s'est-il passé? Êtes-vous malade? Marc et Kevin s'approchèrent, les yeux écarquillés de peur. Je voulais expliquer. Je voulais dire quelque chose. Mais la douleur était une bête sauvage, m'arrachant la voix. Je les ai serrés fort dans mes bras, comme si les lâcher signifiait les perdre aussi. Cette nuit-là, le froid est allé au-delà des os. La pluie frappait le toit de tôle comme des marteaux dans ma poitrine. Je m'assis à la table en bois, regardant la photo de Michael à 5 ans, souriant, ses dents de lait manquantes, ses yeux brillants comme des phares. Mon fils, pourquoi? Murmurai-je, tandis que les larmes brouillaient l'image. Je me souvenais des nuits blanches, à coudre pour acheter du lait. Du temps où lui, petit, me tenait la main comme si j'étais son havre de paix. Maintenant, il était parti. Pas pour un nouveau monde. Pas rien. Mais quelque chose en moi ne voulait pas se taire. Une petite voix têtue qui murmure, ce n'était pas comme ça. Cela n'aurait pas pu être comme ça. Le lendemain, j'ai pris un autre bus. Cette fois, pour la veillée. J'ai enfilé ma plus belle robe, même si elle était rapiécée au niveau des coutures, même si elle était décolorée par des années de soleil. Les rues étaient pleines de vie. Mon cœur, vide. À mon arrivée, un homme en costume noir m'a bloqué l'entrée. Désolé, madame. Votre nom n'est pas sur la liste. Je suis sa mère, ma voix s'est brisée. S'il te plaît. Laisse-moi voir mon fils pour la dernière fois. Un regard fatigué derrière ses lunettes m'observait avec méfiance alors que je dépliais le mouchoir sale sur le comptoir. Test ADN, dit-il en poussant la mèche de cheveux vers elle. Ma voix était rauque, comme si j'avais avalé du verre. Je veux savoir si ces cheveux appartiennent à mon petit-fils. La jeune fille hésita, ses doigts planant sur le clavier. Avez-vous une autorisation légale? Les documents du mineur? Je n'ai rien, ai-je avoué, sentant le poids de la vérité m'écraser. Je n'ai que ça ici. J'ai serré le foulard contre ma poitrine, comme s'il pouvait me protéger de ce qui allait arriver. Et une mère n'a pas besoin de papier pour savoir ce qui lui appartient. Elle soupira, regardant par-dessus mon épaule, comme si elle attendait que quelqu'un apparaisse et m'entraîne. Mais la clinique était vide, seul le bourdonnement de la lampe fluorescente et le bruit de ma respiration difficile résonnaient. 50 $, marmonna-t-il finalement, comme s'il commettait un péché. Je ne peux pas garantir que le résultat sera accepté au tribunal. Je n'ai pas besoin d'un tribunal, répondis-je en comptant les billets froissés, souillés de farine et de sueur. J'ai besoin de la vérité. 3 jours. 3 nuits blanches, où les enfants demandaient pourquoi grand-mère ne dormait pas, pourquoi elle pleurait dans le noir. 3 jours passés à entendre les pas de Michael résonner dans ma tête, comme s'il était toujours là, attendant que je le sauve. Quand l'enveloppe est arrivée, mes mains tremblaient tellement que j'ai failli déchirer le papier. Le sceau de la clinique brillait dans la faible lumière de la lampe, comme un présage. Probabilité de relation, 0,00%. Les paroles dansaient sous mes yeux. 0. Comme si quelqu'un m'avait poignardé à la poitrine et avait lentement tordu la lame. Pas mon petit-fils, murmurai-je, et la pièce tourna. Daisy, avec ses petits yeux curieux, a tiré sur ma jupe. Grand-mère, pourquoi es-tu si blanche? Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas. Parce que si Simon n'était pas le fils de Michael, alors qui était ce garçon? Et qu'ont-ils fait à mon fils pour que cela arrive?
La colère brûlait plus fort que la douleur. Ce n'était pas seulement du chagrin. C'était une trahison. C'était un crime si grave que je ne pouvais même pas le nommer. Cette nuit-là, pendant que les enfants dormaient, j'ai pris le couteau avec lequel je coupais les feuilles de maïs et j'ai enfui la pointe dans la table en bois. Une fois. 2. 3. Chaque coup était un cri qu'il ne pouvait pas pousser. Isabella n'avait pas seulement volé l'avenir de mes petits-enfants. Elle avait volé Michael. Et j'allais découvrir comment. Le lendemain, je suis retournée sur la place. Cette fois, je ne me suis pas cachée. Je me tenais en plein milieu de la route lorsque la limousine noire d'Isabella s'est arrêtée. Les gardes de sécurité sont arrivés bientôt, leurs mains épaisses me saisissant par les bras. « Sortez d'ici, mendiant !» L'un d'eux a craché. Mais je ne les ai pas regardés. Mes yeux étaient fixés sur Isabella, immobile à l'intérieur de la voiture, ses doigts agrippant son sac de créateur comme s'il s'agissait d'un bouclier. « Où est mon fils ?» J'ai crié et ma voix a déchiré l'air, si fort que même les oiseaux se sont tus. « Que as-tu fait à Michael ?» Elle n'a pas cligné des yeux. Il a simplement ordonné au conducteur d'accélérer, laissant derrière lui une odeur d'essence et de poussière qui me collait à la peau comme une malédiction. Mais je n'étais plus la même Émilie qu'avant. Maintenant, j'en étais sûre. Et une mère ne s'arrête pas tant que la terre ne tremble pas. La femme derrière le comptoir, avec un regard qui semblait me transpercer l'âme, me mesura de haut en bas. « Êtes-vous sûr de vouloir passer cet examen ?» Sa voix était plate, mais portée avec un poids qui me glaçait les veines. « Le résultat pourrait changer votre vie pour toujours. » J'ai avalé difficilement, forçant les mots à sortir avec fermeté, j'ai besoin de connaître la vérité. Mes mains traîtres tremblaient alors que je faisais glisser les billets froissés sur le comptoir de l'argent sale de sueur et de désespoir. L'employé les récupéra sans un mot, me tendant en échange un minuscule reçu, comme s'il s'agissait d'un billet pour l'enfer ou le salut. J'ai quitté la clinique en traînant les pieds sur le chemin de terre, la poussière s'accrochant à mes sandales usées, tandis que mon cœur battait fort dans ma poitrine. Mais au fond, au plus profond de moi, une étincelle tenace refusait de s'éteindre. C'était la première étape. Le premier coup contre le mensonge qui avait enterré mon fils. Les 7 jours d'attente furent une lente torture, chaque heure s'étirant comme du caoutchouc sur le point d'éclater. Le matin, je me réveillais avant le soleil pour faire frire les tortillas sur le poêle à bois, l'odeur des haricots brûlés se mêlant au désespoir. Daisy, Marc et Kevin ont ri pendant que je faisais semblant d'être normale, mais l'anxiété intérieure me dévorait comme un feu silencieux. Chaque fois que le téléphone sonnait, je sursautais. Était-ce la clinique? Était-ce la réponse? Seulement pour entendre la douce voix de Madame Rose me demandant si j'avais besoin de plus d'heures à l'hôtel ou si le propriétaire de l'épicerie recouvrait la dette du mois dernier. Le soir, quand les enfants s'endormirent enfin, je m'assis près de la lampe, la lueur vacillante illuminant la photo patinée de Michael. « Fils, est-ce que je le fais bien ?» ai-je murmuré, tandis que les larmes me brûlaient le visage. La peur m'a écrasée, et si la vérité me détruisait? Et si elle me laissait plus seule que je ne l'étais déjà? Mais la peur de vivre dans le doute était encore pire. C'était comme porter un cadavre sur le dos sans jamais pouvoir l'enterrer. Jusqu'à ce que, par une matinée grise et pluvieuse, le téléphone sonne à nouveau. « Madame Émilie, les résultats sont prêts. Vous pouvez venir les chercher. » La voix du fonctionnaire était neutre, mais j'y entendais l'écho d'un verdict. J'ai enfilé mon châle effiloché et mon chapeau de paille usé d'un seul mouvement, courant vers l'arrêt de bus comme si le diable était à mes trousses. En chemin, il répétait en silence, « Donne-moi de la force, Seigneur. Donne-moi juste de la force. » Lorsque l'employé m'a remis l'enveloppe scellée, ses yeux se sont illuminés d'une lueur qui aurait pu être de la pitié. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le papier. Je ne l'ai pas ouvert là. Je l'ai tenu près de ma poitrine, comme si c'était le dernier morceau de Michael qu'il me restait, et j'ai trébuché, le monde tournant autour de moi. Ce n'est que lorsque les enfants dormaient, au son de la pluie qui frappait le toit de tôle, que j'ai sorti le papier de ma poche. La lumière de la lampe vacillait, comme si elle-même craignait ce qui était écrit. J'ai brisé le seau. Et puis,
c'était là, en gras et cruel, il n'y a aucune relation biologique entre Simon Torres et la famille Rodriguez. Le sol s'est ouvert sous moi. Les lettres dansaient, brouillées par les larmes que je ne pouvais contenir. Simon n'était pas le fils de Michael. Ce n'était pas mon sang. Toutes les fois où Isabella m'avait humiliée, toutes les fois où elle avait exhibé le seul héritier, comme un trophée tout en poussant mes petits-enfants dans l'ombre, maintenant, tout cela avait un sens insensé. Mais la douleur était plus aiguë que je ne l'avais imaginé. C'était comme s'il m'avait arraché non seulement la vérité, mais aussi un morceau de moi-même. Je suis sortie dans la cour. Le ciel tombait en gouttes épaisses, les gens couraient pour s'abriter, mais je laissais l'eau m'imprégner, se mêlant aux larmes qui me brûlaient la peau. Le froid était mordant, mais en moi une chose étrange s'est produite, le soulagement. Enfin, j'en avais la preuve. Finalement, le mensonge était nu devant moi. Mais ensuite sont venues les autres questions, comme si des couteaux étaient coincés un à un. Si Simon n'est pas le fils de Michael, alors à qui est-il? Et Isabella, pourquoi toute cette mascarade? La mort de mon fils pourrait-elle n'être qu'une pièce de plus dans ce sale jeu? Cette nuit-là, j'ai étalé le papier sur la table en bois vermoulu, le regardant comme s'il s'agissait de la dernière pièce d'un puzzle macabre. Daisy se réveilla, effaçant le sommeil de ses yeux. Grand-mère, c'est quoi ce papier? Je le plie rapidement, me forçant un sourire qui me fait mal aux lèvres. Rien, mon amour. Juste grand-mère qui cherche la vérité. Elle hocha la tête, bâilla et retourna se coucher. Mais je le savais, cette vérité n'était pas simple. C'était le début d'un chemin sombre et semé d'épines. J'ai serré ma petite fille dans mes bras, sentant sa chaleur contre ma poitrine froide. J'ai pensé à Michael. Dans l'accident. Dans les chuchotements sur l'argent de l'assurance à la veillée. Tout commençait à s'emboîter, comme les pièces d'un mécanisme rouillé, mais il manquait encore quelque chose. Une chose dont j'étais sûre, si Simon n'était pas le fils de mon fils, alors la mort de Michael n'était pas un accident. Ce papier était en feu. Cela brûlait intérieurement, illuminant la vérité, mais consommant aussi mes certitudes. Simon n'appartenait pas à Michael. Cela était clair. Mais les questions les plus importantes et les plus pointues me taraudaient chaque soir. Pourquoi? Pourquoi Isabella mentirait-elle de manière si flagrante? Et le plus terrible, jusqu'où-irait-elle pour maintenir ce mensonge? Je ne pouvais pas m'arrêter. Même si le chemin à parcourir était une obscurité sans fin, même si chaque pas m'enfonçait encore plus dans le danger, je devais le suivre. Pas seulement pour Michael. Mais pour Daisy, pour Mark, pour Kevin, mes petits-enfants, qui m'attendaient à la maison avec de petits yeux pleins d'une confiance que je ne pouvais pas trahir. C'est ainsi que, par une nuit froide et humide, je suis montée à bord d'un bus en direction de Miami. J'ai pris un panier en osier avec des friandises faites maison et des foulards brodés, déguisés en vendeur ambulant. Le chapeau de paille, rabattu, cachait mon visage marqué par le temps et la colère. Attention, Emily, me suis-je prévenue, alors que le bus se balançait dans les virages de la route. Le bruit des pneus sur l'asphalte me rappelait, j'entrais dans un monde qui n'était pas le mien. Un monde d'argent, de pouvoir et de mensonges bien habillés. Quand je suis arrivée au terminal de Miami, le soleil de l'océan m'a aveuglée. J'ai pris une profonde inspiration, ajustant le panier sur mon bras et j'ai commencé à suivre mon plan. Le manoir blanc d'Isabella se trouvait dans une rue si luxueuse que même l'air sentait l'argent. Des maisons immenses, de hautes clôtures, des voitures rutilantes qui vont et viennent comme si le monde leur appartenait. Je me suis cachée dans un coin, faisant semblant de vendre les friandises sur le trottoir, sans quitter le portail des yeux. J'ai tout noté dans un carnet usé, les horaires, les voitures, les visages. Jusqu'à ce que je le remarque. Un homme de grande taille, toujours en costume gris, sortant d'un SUV noir. Cela apparaissait fréquemment. Trop. Un jour, alors que je vendais un foulard à une dame aux cheveux argentés, je demandai à voix basse. Désolée, madame, qui êtes-vous qui allez toujours à la Maison Blanche? Elle regarda autour d'elle, comme si elle avait peur que les murs aient des oreilles, et murmura, c'est David Torres. Il vient souvent par ici ces derniers temps. On dit qu'il était, très proche d'Isabella,
avant même qu'elle n'épouse feu Michael. Mon cœur s'est arrêté. David Torres. Encore ce nom, comme si on tournait un couteau sur la plaie. Un soir, j'étais assis dans un café-terrasse devant le manoir, faisant semblant de lire un vieux journal. Par la fenêtre, j'ai vu David sortir sur le balcon, avec Isabelle à ses côtés. Elle rit, accrochée à son bras, comme s'ils formaient un couple. Vêtue de soie blanche, les cheveux attachés, les yeux brillants sous la lumière des lustres. Cette image m'a étouffée. Elle était si différente de l'Isabella que je connaissais, la femme qui me traitait de « nuisance », qui regardait mes petits-enfants avec dégoût, comme s'ils étaient des détritus. J'ai noté sur mon carnet, en lettres tremblantes, David et Isabelle balcon, 20 heures, intimité suspecte. Mes mains tremblaient, mais je savais, je me rapprochais. Très proche. Pour être encore plus proche, j'ai loué une petite chambre à quelques pâtés de maison, les murs humides, le matelas dur comme de la pierre. Cela n'avait pas d'importance. Chaque matin, je retournais au café et je regardais. À quelle heure David est-il arrivé? Combien de temps est-il resté? Quoi? Les petits visages qui égayaient mes journées avant tout cela. Que leur dirais-je si j'échouais? Comment pourrais-je regarder ma petite fille dans les yeux et lui avouer que j'ai laissé le meurtre de son père impuni? Non, je ne pouvais pas abandonner. Pas maintenant. Les poings serrés et les larmes séchant au feu sur mon visage, j'ai pris le cahier dans lequel j'avais noté chaque détail depuis le premier jour. Je feuilletais les pages comme s'il s'agissait de couteaux, les dates, les heures, les regards échangés entre Isabella et David, l'odeur d'essence dans l'air cette foutue nuit. Tout était là, gravé dans l'encre et la douleur. Mais que manquait-il? Qu'est-ce qui pourrait amener un juge, un jury, à me croire? C'est alors que je me suis souvenu des paroles du détective, aucun document officiel. Document. Des preuves qui ne pouvaient être réfutées. Quelque chose que même l'argent des Torres ne pouvait effacer. Le lendemain, les mains encore tremblantes de la veille, je me suis rendu à la bibliothèque publique de Miami. Parmi des piles de journaux jaunis, j'ai trouvé ce que je cherchais, le reportage sur l'accident de Michael, avec des photos de la voiture tordue et de la colonne de fumée qui me hantait dans mes cauchemars. Mais il y avait quelque chose de plus, un détail que j'avais négligé auparavant. Dans le coin de la page, presque caché, enquête menée par le bureau du coroner du comté de Dade. Rapport disponible sur demande du tribunal. Mon cœur s'emballa. Si les experts avaient enquêté, il y aurait un rapport. Et si ce rapport contredisait la version accidentelle, ce serait la preuve manquante. Mais comment y accéder? Un avocat coûterait plus cher que moi. Et si vous demandiez de l'aide au détective Vargas? Il m'avait déjà abandonné une fois. Non, j'avais besoin d'une autre stratégie. C'est alors que je l'ai vue, la jeune stagiaire en bibliothèque, avec ses lunettes à monture fine et l'insigne autour du cou, Larissa M., Law of Miami. Un étudiant. Quelqu'un qui croyait encore en la justice. Quelqu'un qui, peut-être, pourrait m'aider sans trop en demander. Vous semblez perdu, dit-elle en s'approchant avec un sourire prudent. J'ai avalé difficilement. C'était maintenant ou jamais. J'ai besoin d'une faveur, murmurai-je en l'attirant vers un coin où les étagères cachaient nos voix. Une faveur qui pourrait sauver des vies. Ou venger celui qui a déjà été pris. Ses yeux se sont écarquillés lorsque je lui ai tout raconté, sauf les noms, sans compter les détails qui pourraient la mettre en danger. Mais il lui suffisait de mentionner rapport médico-légal, homicide déguisé, 60 millions de dollars, pour que son visage pâlisse. C'est sérieux, murmura-t-elle en regardant autour d'elle comme si les murs avaient des oreilles. Si c'est vrai, tu joues avec le feu. Je sais, je lui ai serré le bras si fort que ça a dû lui faire mal. Mais je n'ai personne d'autre. S'il te plaît. Elle hésita. Puis, avec un soupir, il sortit un cahier de son sac à dos. Je vais voir ce que je peux faire. Mais vous devez comprendre, si cela se révèle, si quelqu'un découvre que je... Personne ne le saura, dis-je, sentant déjà renaître le poids de l'espoir. Je jure. 2 jours plus tard, Larissa m'a appelé d'un numéro inconnu. Sa voix tremblait.
J'ai réussi. Mais ce n'était pas facile. Le rapport original a été modifié. Il y a des ratures, des signatures qui ne correspondent pas aux archives médico-légales. Et ce n'est pas tout, le rapport initial, réalisé avant les changements, fait état de traces de coupures dans les freins de la voiture. Quelqu'un a saboté ce véhicule, Émilie. Ce n'était pas un accident. Mes genoux se sont affaiblis. Des larmes chaudes coulèrent, mais cette fois, ce n'était pas un signe de défaite. Ils étaient furieux. À coup sûr. Avez-vous des copies? Ai-je demandé, ma voix rauque. Oui. Mais j'ai tout scanné et supprimé de mes fichiers. Je ne veux pas ça près de moi. Je comprends. J'ai pris une profonde inspiration. Merci. J'ai raccroché. Maintenant, j'avais ce dont j'avais besoin. Ce n'était pas seulement un enregistrement flou ou des notes d'une vieille femme désespérée. C'était une preuve matérielle. Preuve que Michael a été assassiné. Preuve qu'Isabella et David ont tout planifié. Mais comment utiliser cela sans finir mort avant le procès? La réponse est venue sous la forme d'une enveloppe en papier craft laissée sous ma porte le soir même. À l'intérieur, seulement 3 mots manuscrits. Parler à Martinez. Et un numéro de téléphone. Avec moi? Demanda-t-il, la voix rauque d'émotion, les yeux brillants de la même intensité que le soleil qui se couchait derrière les arbres. Sarah porta ses mains à son visage, ses doigts tremblants sur ses lèvres, comme si elle essayait de retenir les mots qui ne viendraient pas. Puis, avec un sourire qui éclaira le crépuscule, elle hocha la tête. Oui. 1000 fois oui. Les applaudissements ont éclaté dans la cour. Daisy a sauté au cou de son père, Mark a crié comme s'il avait marqué un but, et Kevin, avec ses 7 années de sagesse précoce, a juste souri et murmuré, enfin. Je les regardais depuis le porche, le cœur si plein que j'avais l'impression qu'il allait déborder. La vie nous avait volé tellement de choses, des années de mensonges, des nuits de larmes, le poids d'une mort qui n'a jamais eu lieu. Mais maintenant, elle nous a tout rendu en double, mon fils retrouvé, ses enfants réunis, un amour né comme une promesse de renaissance. Célébrons-le, ai-je annoncé en essuyant mes larmes avec mon tablier. Aujourd'hui, il y a des tamales en dessert. La table était dressée dans le jardin, sous les lumières scintillantes que Michael avait accrochées entre les branches. Simon, désormais officiellement le nôtre, aidait à servir les plats, fier de son nouveau rôle dans la famille. Sarah était assise à côté de Michael, les doigts entrelacés, échangeant des regards qui n'avaient pas besoin de mots. La vie est étrange, n'est-ce pas, maman? Demanda Daisy en mâchant un morceau de pain. Un jour on pleure, le lendemain c'est comme, complet. Je souris en passant ma main dans ses cheveux bouclés. Ce n'est pas la vie qui est étrange, ni à mort. C'est la justice. Parfois, cela prend du temps, mais quand cela arrive, j'ai regardé Michael, qui serrait la main de Sarah, et la porte avec elle plus que ce dont nous avions rêvé. Cette nuit-là, alors que les enfants jouaient à cache-cache dans l'ombre du jardin, Michael s'est approché de moi avec 2 verres d'horchata. Nous étions assis sur la vieille balance qui craquait sous notre poids, comme autrefois. Pensez-vous qu'ils paieront pour tout? Ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Les procès d'Isabella et de David étaient prévus dans 3 mois. Les preuves étaient irréfutables, la vidéo du mécanicien, les dépôts suspects, les messages cryptés. Même Simon lui-même, désormais sous notre garde, avait fait une déclaration choquante sur les conversations qu'il avait entendues dans la maison, tant Isabella a dit que tu étais un obstacle, papa, avait-il avoué, avec une sincérité qui a brisé le cœur de tout le monde dans le bureau du chef de la police. Ils paieront, répondit Michael, les jointures blanches autour de son verre. Mais ce n'est pas ça qui m'empêche de dormir la nuit. Et qu'est-ce que c'est? Il regarda Sarah, qui riait de quelque chose que Mark disait, les yeux brillants. La peur de le perdre à nouveau. Pas méritant. Je lui serrai le bras fermement. Tu le mérites, Mijo. Chaque seconde de cette paix. Chaque rire de ses enfants. Chaque regard que Sarah vous lance comme si vous étiez le seul homme au monde. Michael inspira profondément, comme s'il s'autorisait enfin à croire. Merci, maman.
Pour ne jamais m'avoir abandonné. Je n'ai jamais abandonné, murmurai-je. Même pas quand le monde a dit que tu étais mort. Le vent transportait l'odeur de la terre mouillée et des fleurs que Sarah avait plantées la semaine précédente. Quelque part au loin, une musique douce provenait de la maison des voisins, une vieille ranchera, du genre qui parle d'amour et de rédemption. Je pense que je vais demander à Simon d'être mon témoin, dit soudain Michael. J'ai cligné des yeux de surprise. Voulez-vous qu'un enfant soit votre parrain? Il rit, un sang rare et précieux. Non. Je veux qu'il soit mon fils. Officiellement. S'il le souhaite, bien sûr. Son cœur fit un bond dans sa poitrine. Il le voudra, lui ai-je assuré. Tu es déjà le père qu'il n'a jamais eu. Michael hocha la tête, les yeux humides. Alors c'est décidé. Donnons-lui un nom de famille. Et une famille qui ne l'abandonnera jamais. Cette nuit-là, alors que les étoiles marchaient légèrement sur nous, je savais que la bataille en valait la peine. Pas seulement pour la justice qui viendrait, pas seulement pour la vérité qui avait enfin éclaté au grand jour, mais pour cela, la table pleine, les mains dans la main, l'avenir qui, contre toute attente, avait choisi de nous sourire. Et quand Simon, déjà en pyjama, a couru vers Michael et a sauté sur ses genoux, lui demandant s'il pouvait désormais l'appeler papa, il n'y a eu aucun mot. Juste un câlin si serré qu'il semblait recoudre, une fois pour toutes, les morceaux brisés de nos vies. Veux-tu m'épouser? La voix de Michael tremblait, mais pas de peur, c'était la vibration de quelqu'un tenant, pour la première fois, quelque chose de si fragile et si précieux que même l'air semble lourd. Tout autour, le monde explosait de rires et de cris, Daisy sautait comme si le sol était fait de ressorts, Mark applaudissait avec la solennité d'un juge dans un tribunal de joie, Kevin jetait des pétales de papier en l'air comme s'il s'agissait d'étoiles filantes, et Simon, courait en rond en riant de ce rire que seuls les enfants ont et qui se propage jusqu'au mur. Sarah n'avait pas besoin de mots. Ses yeux, débordants, répondirent avant que ses lèvres ne puissent former un « oui ». Et là, entre des larmes qui coulaient sans permission, je la serrais contre moi, sentant le poids de chaque combat, chaque nuit d'insomnie, chaque prière murmurée dans le noir se transformer en quelque chose de léger. Mon fils avait trouvé le bonheur. Pas la version bon marché, pas l'illusion passagère, mais cette chose rare et vraie qui pousse dans les espaces entre les cicatrices. Le mariage était à leur image, simple, mais plein de joie qui ne pouvait pas rentrer dans la petite église en bois au bout de la rue. Michael, vêtu d'un costume emprunté et d'une cravate légèrement tordue, regardait Sarah comme si elle était le seul couplet d'une chanson dont il avait passé toute sa vie à essayer de se souvenir. Elle, vêtue de blanc, pas le blanc froid des contes de fées, mais celui qui brille parce qu'il a été lavé 1000 fois et refuse toujours de se décolorer, a parcouru le couloir pieds nus sur le tapis usé, comme si chaque pas était un « merci » à l'univers. Daisy, la petite demoiselle d'honneur, a dispersé des pétales avec le sérieux d'une reine lors de son couronnement, même si elle trébuchait tous les deux pas. Mark, le porteur des anneaux, les tenait à deux mains, comme s'ils étaient la clé d'un coffre-fort rempli de secrets heureux. Kevin, l'artiste, a lancé des confettis comme s'il peignait l'air. Et Simon? Simon était le soleil ce jour-là, partout où il allait, la lumière le suivait, et partout où il s'arrêtait, les rires éclataient. Lorsque le pasteur les a déclarés mari et femme, quelque chose en moi, quelque chose dont je ne savais même pas qu'il souffrait encore, a finalement guéri. Des années de douleur. Les nuits où le silence était si fort que ça faisait mal. Des larmes avalées, des cris étouffés, le sentiment que le monde m'avait oublié dans un coin sombre. Tout cela s'est dissous dans le son de ses rires, dans l'image de ses corps dansant maladroitement entre les chaises, dans la certitude que, parfois, la justice ne vient pas avec des trophées ou des gros titres, mais avec des tables pleines, de longues accolades et un avenir qui, contre tout et contre tous, ose être bon. Les 6 millions de dollars, oui, 6 millions, pas la fortune absurde inventée par les journaux, n'ont pas fait le bonheur. Ils ont acheté des opportunités. Michael a transformé la cuisine de la maison en un petit restaurant, où l'odeur des tamales et du café frais se mêlait au son des conversations de quartier. Ce n'était pas un empire, mais c'était le nôtre. Et c'était le sien. Je n'avais plus besoin de pousser mon chariot sous le soleil implacable, je n'avais plus besoin de compter les pièces pour voir si elles suffisaient pour le pain du lendemain.
Une partie de cet argent est allée aux petits-enfants non pas pour des produits de luxe, mais pour des portes. Cours de football pour Daisy, qui tapait dans le ballon comme si elle voulait l'envoyer sur la lune. Cours de peinture pour Kevin, dont les dessins ornaient déjà les murs du salon. Un fonds universitaire pour Marc, qui rêvait de devenir ingénieur, pour construire des ponts que personne ne démolira. Et pour Simon, le plus jeune, un compte épargne avec une mention, pour quand tu décideras de prendre l'avion. Maman, je veux que mes enfants aient plus que ce que j'avais, m'a dit Michael un soir, en servant de la soupe à tout le monde. Je l'ai regardé, ses yeux qui avaient déjà vu tant de peur et qui ne reflétaient plus que la lueur de la lampe sur la table. Les larmes coulaient sans avertissement, comme toujours lorsque la gratitude était trop grande pour tenir dans un seul coffre. Fils, te voir heureux est plus que ce que je méritais. Maintenant, assis dans le jardin, j'assiste au spectacle. Michael et Sarah, se tenant la main, chuchotent comme s'ils avaient encore des secrets à raconter. Des enfants jouent à cache-cache parmi les arbres, leurs cris se mêlant au chant des oiseaux. Je pense au jour où je pensais que tout était fini. Quand la douleur était si intense que je ne pouvais même pas pleurer. Mais la vie, obstinément, a tenu à me prouver que même les tempêtes les plus furieuses se rendent quand il y a de l'amour planté en elles. Je termine cette histoire avec un cœur paisible, sachant que peu importe la nuit, l'amour pour un enfant est la lampe de poche qui ne s'éteint jamais. Et si vous lisez ceci aujourd'hui, si une partie de ce voyage vous touche, je n'ai qu'une seule demande, arrêtez. Regardez autour de vous. Combien de mères étouffent leurs cris pour sauver les apparences? Combien d'enfants grandissent en pensant que le silence est le prix de la paix? Je ne dis pas cela pour juger. Je compte trembler. Parce que si c'était toi à ma place, si c'était ta fille avec les yeux pleins de peur, ton fils tremblant dans les coins, que ferais-tu? Voudriez-vous rester immobile, avalant des larmes comme des pierres? Ou allait-il arracher le masque, peu importe à quel point cela faisait mal, et se battre jusqu'à ce que la lumière revienne? Dites-moi. J'ai besoin de savoir. Parce que chaque histoire que nous partageons est une bougie allumée dans l'obscurité de quelqu'un. Et je crois de toute mon âme que Dieu bénit les courageux. Cette justice, même tardive, arrive. Cet amour, lorsqu'il est vrai, gagne toujours. En attendant, voici 2 histoires qui ont changé la vie de ceux qui les ont entendues. Je vous le promets, ils vous feront tout repenser. Et merci vraiment d'être resté jusqu'à la fin. Votre présence ici est déjà la preuve qu'au fond, nous recherchons tous la même chose, une fin qui en vaut la peine.